Si nous regardons les drapeaux européens, ils sont en général très différents les uns des autres. Bien sûr, il y a parfois des motifs similaires, mais les couleurs sont complètement différentes. Et même si les couleurs sont similaires, il est facile de distinguer les drapeaux par leur disposition. Mais si nous regardons les drapeaux des pays arabes, c'est tout à fait différent. Dès le premier coup d'œil, on voit que tous se ressemblent vraiment. Nous voyons presque exclusivement 4 couleurs: rouge, vert, noir et blanc. Et même les motifs de nombreux drapeaux se chevauchent de manière frappante. Par exemple, les 3 drapeaux du Yémen, de l'Égypte et de l'Irak, ou ceux de la Jordanie et de la Palestine, ou encore ceux du Qatar et de Bahreïn. Et bien sûr, tout cela n'est pas dû au hasard, mais à une raison bien précise. Alors, qu'est-ce que c'est que ces drapeaux arabes et pourquoi se ressemblent-ils tous? Nous allons résoudre ce mystère ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien! Pour comprendre les raisons, nous devons d'abord nous plonger dans l'histoire. La plupart des pays arabes ont en effet un passé très similaire. La plupart du temps, ils ont été sous domination étrangère, la plus grande influence étant celle des Ottomans. Au début du XVIe siècle, ils se sont étendus à l'ensemble du monde arabe. Sous le règne du sultan Sélim Ier, ils ont vaincu les Mamelouks. En 1516, l'actuelle Syrie a été incorporée, et seulement un an plus tard, tous les États jusqu'à l'Égypte ont suivi. Et les conquêtes se poursuivirent sous son successeur, Sulayman le Magnifique. Ce dernier a conquis Bagdad, dans l'actuel Irak, et s'est étendu à toute la péninsule arabique. Et même en Afrique du Nord, d'autres territoires sont tombés dans l'escarcelle des Ottomans. À la fin du siècle, presque tout le monde arabe était sous le contrôle des sultans. Malgré cette expansion rapide, la domination qui suivit fut relativement douce. Les territoires arabes conquis ont été divisés en provinces et en districts, administrés par des gouverneurs ottomans. Mais ils s'appuyaient sur les structures et les élites locales déjà existantes, afin de rendre l'administration plus efficace et de s'assurer la loyauté de la population locale. De nombreuses régions jouissaient donc d'une grande autonomie et pouvaient régler elles-mêmes les questions religieuses et civiles. Un âge d'or a donc commencé dans tout l'Empire. De nombreuses villes arabes, comme Damas, Le Caire et Bagdad, ont connu une période de prospérité culturelle et intellectuelle. L'intégration dans l'Empire a favorisé le commerce et l'échange d'idées et de connaissances. Les scientifiques, les artistes et les commerçants arabes voyageaient au sein de l'Empire et une étroite collaboration s'est établie entre les différentes provinces. Ainsi, pour la première fois, un véritable sentiment d'appartenance s'est développé dans le monde arabe. Mais à la fin du XIXe siècle, le système de domination ottoman a commencé à s'effriter. L'Empire avait depuis longtemps dépassé son zénith et n'était plus considéré par les Européens que comme l'homme malade du Bosphore. Et ce sont justement les Européens qui ont contribué à l'effondrement de l'ancien Grand Empire. D'une part, l'industrialisation rapide en Europe occidentale a creusé l'écart économique avec le monde arabe. Et d'autre part, les idées européennes comme le nationalisme ont fini par atteindre l'Empire ottoman. Pour la première fois, une large résistance à la domination étrangère s'est formée. Les intellectuels et les leaders politiques dans les régions arabes ont demandé plus d'autonomie et une identité nationale plus forte. Beaucoup ont même fini par réclamer une indépendance totale. Et cette étincelle a finalement éclaté, comme tant d'autres choses, lors de la Première Guerre mondiale. C'est là que la faiblesse réelle des Ottomans est apparue et que des troubles ont éclaté dans tout l'Empire. Les nationalistes arabes n'ont pas laissé passer cette occasion et ont déclenché une révolte arabe. L'objectif était de créer un royaume arabe indépendant et de mettre fin au contrôle ottoman. Le soutien des Britanniques et des Français a été particulièrement décisif. Les deux promettaient aux insurgés un tel état s'ils rejoignaient les Alliés. Sous la direction du shérif Hussein ibn Ali de la Mecque, une révolte arabe a donc commencé
avec le soutien généreux des Britanniques, et presque tout le monde arabe s'est uni sous une seule bannière. Et cette bannière ressemblait à ceci. Je pense que cela montre bien pourquoi ces couleurs sont encore si présentes aujourd'hui. Car derrière ce drapeau se cache une symbolique plus profonde. Les couleurs noir et blanc sont les couleurs du prophète Mahomet, et le vert est sa couleur préférée et le symbole de la foi islamique. Et le symbolisme profane représente lui aussi un symbolisme profond. Les trois couleurs principales représentent les trois dynasties arabes des Omeyyades, blancs, des Abbassides, noirs, et des Fatimides, verts. Le rouge a été ajouté comme la couleur des chérifiens de la Mecque et de l'unité du roi Hussein, le leader de la révolution lui-même. Mais comment les drapeaux actuels ont-ils été créés? C'est là que les choses deviennent encore plus inattendues. En effet, la révolte arabe a été un succès militaire et a largement contribué à la défaite des Ottomans au Moyen-Orient. Pourtant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après la guerre, les dirigeants arabes s'attendaient à ce que les Britanniques et les Français tiennent leurs promesses d'indépendance. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont divisé eux-mêmes les États fédérés entre eux. La Grande-Bretagne obtint le mandat sur la Palestine, la Transjordanie et l'Irak, tandis que la France obtint le mandat sur la Syrie et le Liban. D'autres États, comme les Émirats arabes unis et le Koweït, étaient déjà sous contrôle européen depuis plus longtemps. Cette division a provoqué une déception et une résistance considérables dans le monde arabe. Les nationalistes arabes se sont sentis trahis par les puissances européennes et ont continué leur lutte pour l'indépendance. Le drapeau gagnait entre-temps sa signification de drapeau révolutionnaire contre toute ingérence étrangère. Et en effet, dans les années qui suivirent, les premiers États réussirent dans leur lutte pour l'indépendance. L'Irak est devenu indépendant dès 1932. La Syrie et le Liban ont suivi en 1943. La Jordanie en 1946. Et de nombreux autres États, en particulier dans le Golfe, au cours des décennies suivantes. Et ces nouveaux États ont souvent adopté les couleurs panarabes dans leurs drapeaux pour symboliser leur histoire commune et leur quête d'unité. Pendant cette période de guerre d'indépendance, le drapeau de la libération arabe a été créé, basé sur 3 des 4 couleurs sacrées, et a ensuite été adopté par d'autres pays comme drapeau national. Mais quels pays utilisent exactement les 2 drapeaux panarabes? Le drapeau de libération arabe inchangé est utilisé par le Yémen. Ensuite, nous le voyons également sur les 2 drapeaux de l'Égypte et de la Syrie. Il est intéressant de noter que les 2 États se sont brièvement unis pour former un État commun, la République arabe unie. Mais cette structure n'a duré que 3 ans. La Syrie a conservé son drapeau en tant que république partielle de la République arabe unie. Aujourd'hui encore, l'une des étoiles symbolise la Syrie et l'autre l'Égypte. Le drapeau égyptien ressemble aujourd'hui à cela, avec l'aigle de Saladin, un ancien emblème national, au milieu. Le Soudan a également adopté le drapeau, mais en y ajoutant le vert. Et l'Irak utilise également une forme modifiée du drapeau depuis 2008, après l'invasion américaine. Ici, une inscription a été ajoutée en arabe, mais je ne peux malheureusement pas la dire sur YouTube. Mais en français, cela signifie « Dieu est le plus grand ». Auparavant, le drapeau irakien ressemblait à cela, ce qui nous rappelle déjà beaucoup le deuxième motif de l'indépendance arabe, le drapeau de la révolution arabe. La Palestine l'utilise aujourd'hui dans sa forme standard, mais d'autres voisins se sont également servis du symbolisme. La Jordanie a ajouté au drapeau une étoile à 7 branches, qui représente les 7 versets de la première sourate du Coran. Les Émirats arabes unis et le Koweït ont également un drapeau très similaire. Mais dans les 2 cas, le vert et le noir ont été intervertis. Aux Émirats arabes unis, le rouge est continu, et au Koweït, nous voyons un trapèze, qui a été pris de l'ancien drapeau de l'Irak. Ce dernier drapeau a aussi un rapport très inhabituel, de 1 à 2. Enfin, la République du Sahara, non reconnue par l'ONU,
utilise également le drapeau avec un symbole de souveraineté islamique. Outre les drapeaux apparemment similaires, d'autres pays utilisent les mêmes couleurs panarabes, comme la Libye, l'Algérie ou Oman. Mais il y a une anecdote que je voudrais mentionner brièvement. La ressemblance est particulièrement frappante dans deux pays, le Qatar et le Bahreïn. Dans les deux cas, nous voyons du rouge et du blanc, et les 5 pointes qui symbolisent les 5 piliers de l'islam. À l'origine, les deux drapeaux étaient identiques et ne se différenciaient que par les proportions des côtés. C'est pourquoi ils étaient toujours confondus. Mais pour éviter cela, on a profité du fait que le colorant rouge utilisé pour colorer le drapeau s'assombrissait souvent avec le soleil. C'est pourquoi le drapeau du Qatar est maintenant rouge-bordeaux. Au cours des dernières décennies, tous les pays mentionnés ont eu beaucoup d'autres drapeaux intéressants, mais ils dépassent malheureusement le cadre de cette vidéo. N'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu souhaites voir d'autres vidéos sur les drapeaux ou si je suis le seul à trouver cela passionnant.